Journal. Et on commence ce journal avec un nouveau baromètre Louis Harris réalisé pour le compte de l'agence immobilière en ligne Imob qui révèle qu'une toute petite majorité de Français estiment que les agents immobiliers sont honnêtes. Et oui Philippe, ce sondage réalisé par Louis Harris révèle que seulement 53% des Français estiment que les agents immobiliers sont honnêtes. Pire, 85% des Français interrogés reprochent aux agences immobilières d'être trop chères, une profession, on le voit, qui a encore du boulot pour redorer son image. Allez, quand même un chiffre néanmoins pour redorer un peu leur blason. Selon ce sondage, 80% des Français estiment que le fait de passer par un professionnel de l'immobilier permet aux acheteurs d'accéder à un large choix de biens immobiliers. On poursuit avec une autre étude qui s'est penchée sur l'envie des Français de s'éloigner de leur lieu de travail pour gagner en qualité de vie. Et selon un sondage de Roll & Roll pour la néo-agence immobilière Liberkeys, près d'un Français sur 4 serait prêt à rajouter jusqu'à 1 heure, voire plus, pour gagner en qualité de vie. Autre chiffre révélateur dans cette étude, 57% des Français prennent désormais en compte la possibilité de faire un bureau dans le choix d'un logement. Philippe, on termine ce journal avec l'histoire de la semaine. Avec vous aujourd'hui, on raconte l'histoire, la détresse, le désarroi de cette propriétaire victime d'un locataire indélicat, encore un. Oui, c'est une bien triste histoire que nous rapportent nos amis de l'Indépendant. Une habitante de Coursant, c'est dans l'Aude, vit depuis 15 jours à la rue dans un camping-car garé. Pourtant, devant sa maison, ce locataire refuse de partir et de lui régler les 41 000 € de loyer non payé. L'histoire a commencé en 2012 quand cette habitante met en location sa maison. Le locataire ne pose pas de soucis de particulier, il paye normalement les 850 € de loyer mensuel. Mais en 2015, suite au renouvellement du bail, l'agence immobilière qui s'occupe de la location commet une erreur dans la rédaction du nouveau bail. Du pain béni pour le locataire qui décide de suspendre ses paiements et de mener la vie dure à sa propriétaire. Elle se retrouve condamnée à réaliser des travaux dans sa maison. Le juge reconnaît que le bail n'est pas valable et permet au locataire de continuer à occuper la maison à condition qu'il règle ses retards de loyer. Sauf que voilà, le locataire n'a rien payé du tout et se retrouve convoqué à ce tour devant le tribunal en mai prochain. D'ici là, la propriétaire a décidé de mettre la pression sur son locataire en s'installant dans un camping-car devant la maison. Et on lui souhaite bien du courage à cette propriétaire. Merci Philippe. Tout de suite, le Mac de la semaine. Guy Hockey, réseau de franchise immobilière présente Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Et dans le Mac de la semaine, on parle de l'état du marché de l'immobilier 1 an après le début de la crise sanitaire, Marc. Et avec nous pour en parler, Stéphane Fritz, il est président du réseau Guy Hockey, Christophe Dupont-Avis, directeur général d'Efficity, et Corinne Joly, présidente du groupe PAP. Alors, 1 an après le début de la crise du Covid, retour à la case départ, 19... La case des bars, elle est fermée depuis bientôt 1 an. Absolument. 19 départements sont désormais reconfinés. Bonjour Stéphane Fritz. Bonjour Marc, bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour. Vous en pensez quoi de ce 3e confinement, Stéphane ? Le confinement, c'est pas vraiment à moi de commenter l'opportunité des mesures, en tout cas d'un point de vue global, mais concernant l'immobilier, on est assez satisfait aujourd'hui que les pouvoirs publics aient autorisé les visites, sous l'impulsion notamment de la profession, des syndicats, mais aussi avec l'appui de notre ministre de tutelle, Emmanuel Vargon. On a su s'organiser pour garantir les visites, respectant un strict respect, un protocole sanitaire, le strict respect du protocole sanitaire, et surtout la pérennité et l'avancée des projets en cours. Ne pas bloquer la chaîne, c'était essentiel et le gouvernement aujourd'hui s'est tenu rapidement à nos côtés pour permettre aux Français de concrétiser leurs projets immobiliers. Corinne Joly, bonjour. Bonjour. Alors, l'immobilier, ça a bien résisté jusqu'à maintenant. Est-ce que ça vous inquiète, les nouvelles restrictions ? Non, parce qu'il n'y a pas de restrictions dans l'immobilier en ce moment, donc du coup, c'est pas très inquiétant. Donc là, c'est open bar. Voilà. Non, mais c'est vrai, il n'y a vraiment pas de restrictions, puisque les crédits sont possibles, les signatures sont possibles, les déménagements, les états des lieux, les visites, bref, toute la chaîne, comme Stéphane vient de le dire, est possible. Donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Alors maintenant, j'aime beaucoup votre pour l'instant, parce que autant je suis pas inquiète, autant je suis un peu saoulée par le discours de jeudi soir qui ne nous a rien appris mais qui a semé le doute. Oui, il y avait. Voilà. Après, je pense que l'immobilier a résisté au confinement de mars-avril, au confinement de novembre, et donc de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Bonjour Christophe Dupont-Avis.
Bonjour Marc. Alors, on le voit, hein, il y a, comme dans toute crise, hein, des gagnants et des perdants. On a vu que des villes comme Paris, Bordeaux ou Nice souffraient plus que les villes moyennes. Comment on l'explique ? Déjà, Marc, on doit souligner une chose, c'est que les pessimistes ont une nouvelle fois eu tort sur le marché de l'immobilier. L'effondrement n'a pas eu lieu. Et les prix dans les grandes métropoles ont quand même progressé entre 2 et 5% dans les 12 derniers mois. Donc aujourd'hui, l'heure, c'est plutôt à la stabilité. Mais ceci étant posé, vous avez raison, Paris et Nice ont particulièrement souffert car il n'y a plus d'étrangers, plus de touristes et ça fait quand même une partie du marché. Mais pas d'illusion, les prix qui sont à peu près stables en ce moment sont à 10 800 € du mètre carré à Paris, donc rien de catastrophique, et autour de 4 500 € du mètre carré à Nice. Et en ce qui concerne Bordeaux, c'est un cas très particulier puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais entre 2015 et 2017, les prix avaient très largement augmenté, notamment au moment de l'arrivée de la LGV. Et aujourd'hui, les prix sont stabilisés autour de 5 000 € du mètre carré et le marché reste très, très, très actif dans cette zone. Alors, Christophe, quelles sont les villes ou les régions qui profitent du désamour des Français pour les grandes métropoles ? Alors, il y a quand même une chose qui a changé beaucoup la donne, c'est le télétravail. Et la conséquence de cela, c'est que les villes bien desservies, situées à moins d'1 heure et demie des gros bassins d'emploi et dont les centres ont été rénovés, ont retrouvé énormément d'attractivité. Alors, je vais vous en citer quelques-unes. L'échappée, c'est Angoulême, Poitiers, Niort, qui ont gagné quasiment 10% en un an. La vente du peloton, c'est Troyes, Reims, Dijon, qui ont gagné près de 5%. Et même Limoges, qui est la ville de France de plus de 100 000 habitants la moins chère, a gagné 7%. Stéphane Fritz, je reviens vers vous. Acheter un bien un an après le début de la crise, c'est judicieux ? Stéphane ? Ah tiens, on a perdu Stéphane. Ah, Stéphane Fritz est bloqué. Corinne Joly, Est-ce que vous êtes avec nous ? Vous êtes là. Non, je pense On a retrouvé Stéphane Fritz. On a retrouvé Stéphane Fritz. Stéphane, vous avez entendu ma question ? Nous savons que certains souffrent. Ah, il y a un problème de ligne. Ouais, il y a un petit souci. On l'appelle par téléphone. Ouais, on va le rappeler. Corinne, en attendant. Oui, j'ai entendu votre question. Ah. Oui, mais le problème, c'est que on vous entend plus. Donc, on vous rappelle. Corinne, qu'est-ce qui a changé depuis 2020 dans le comportement des acquéreurs ? La principale nouveauté, Christophe en a parlé, c'est le télétravail. Ça a quand même beaucoup changé les critères de recherche, notamment sur 2 paramètres. Il y a un fort besoin d'espace. Là, on voit beaucoup d'acheteurs qui cherchent une surface plus grande qu'au début parce que justement, ils ont besoin de place pour télétravailler. Et puis, il y en a aussi 19% qui indiquent que ça va leur permettre de s'installer plus loin puisque le temps de transport s'allège un peu. Donc, le corollaire aussi de ça, le besoin d'espace, c'est aussi à l'extérieur et les maisons ont pris 10 points. Et d'ailleurs, c'est l'une des rares fois où le prix des maisons a augmenté plus que celui des appartements. Donc voilà, la crise a quand même changé pas mal de choses. Est-ce que Stéphane est là ? Ah, Stéphane est de retour. Stéphane le retour, Stéphane Fritz. C'est pas Mathilde est revenue, c'est Stéphane est revenu. Ouais. Donc permettez-moi de rappeler la question pour ceux qui nous prendraient en cours de route. Je vous demandais si un an après le début de la crise, c'était judicieux d'acheter. Oui, c'est une très bonne idée. Encore maintenant, c'est une bonne période aujourd'hui. Évidemment, nous savons que certains souffrent plus que d'autres et parler d'investissement pour de nombreux Français est actuellement compliqué. Néanmoins, d'un point de vue global, les taux restent bas, les prix sont globalement assez stables et rien n'indique une crise immobilière hors une crise exogène comme on l'a vécu dans la crise des subprimes. Donc acheter, oui, en restant prudent et accompagné pour être sûr de faire le bon choix, notamment sur la localisation qui reste le critère de choix pour effectuer un bon achat. Merci en tout cas Stéphane Fritz, merci à tous les trois. Stéphane Fritz, président du réseau Géoquai, Christophe Dupont-Avis, directeur général d'Efficity et Corinne Joly, présidente du groupe PAP, qu'on va retrouver dans quelques instants. Bonjour Michel Leschneau. Bonjour Marc, bonjour à tous. Bonjour. Michel Leschneau, rédacteur en chef à Se Loger, avec vous le chiffre de la semaine, 48%. À quoi ça correspond ce pourcentage ? Eh bien écoutez, 48%, c'est la proportion de futurs acheteurs d'un logement qui cible une ville de moins de 20 000 habitants en France. Alors, ça représente près d'un acheteur potentiel sur 2, ça ? Eh bien oui, tout à fait Marc. Et à titre de comparaison, en mai dernier, les futurs acheteurs n'étaient que de 16% à déclarer vouloir acheter dans une ville à taille humaine. Une commune de moins de 20 000 habitants, pour vous donner un ordre d'idée, Marc, ce sont des villes comme Cahors, Fougères. Ah, c'est ma ville natale, ça me fait plaisir. Ah, c'est pour ça que j'en parle, tout à fait, David. Et puis, il y a aussi Royan ou encore Bourg-la-Reine. Alors, est-ce qu'il faut y voir un désamour des Français pour les métropoles ?
Écoutez, disons que le confinement et la banalisation du télétravail ont fait réfléchir les Français. Pourquoi rester dans une grande ville où je dois me contenter d'un logement exigu et m'entasser quotidiennement dans des transports bondés, alors qu'en déménageant dans une petite ville, je pourrais acheter plus grand et profiter d'un coin de verdure? Michel, est-ce qu'il y a une morale à cette histoire ? Écoutez, oui Marc, il y a toujours une morale dans une bonne histoire. Alors, contrairement à ce que vous et moi avons répété à nos petites amies puis à nos femmes des années durant, on dirait bien que finalement, la taille, ça compte. C'est un bon sujet chez Brigitte Lahaie, ça. Exactement, mais enfin, vous ne me contredirez certainement pas, Philippe. La taille, évidemment, ça compte. Merci Michel Leschneau, avec grand plaisir. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci Marc, merci Michel. On parle IMO, on se retrouve dans... Radio, on parle IMO. On parle IMO, le rendez-vous IMO de Sud Radio. On vous retrouve Marc avec Corinne Joly. Rebonjour Corinne Joly. Alors Corinne, ça y est, c'est enfin le printemps et moi, comme chaque année au printemps, je ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir ma propre piscine. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire construire sa propre piscine ? D'un point de vue purement financier, ça vaut le coup si c'est cohérent avec votre maison. Pour faire simple, les piscines, elles sont surtout populaires dans les régions côtières et plutôt au sud, sud-est ou sud-ouest. Donc vous, typiquement, vous habitez dans le nord. Je pense que déjà, c'est pas terrible. Si, c'est bien. Voilà. L'hiver, ça devient une patinoire. Voilà, parce que dans le nord, la saison de baignade est quand même plus courte. Donc c'est vrai que ça vaut moins le coup. Et il faut faire aussi attention, si vous avez une maison d'entrée de gamme, notamment, je pense aux maisons à moins de 200 000 €. Il faut penser qu'une piscine, c'est quand même des frais aussi, et ça ne sera pas forcément dans le budget des acheteurs. Donc, vous voyez, faut que ce soit cohérent avec la maison. Ouais, tout ça est bien logique. En fait, ça augmente la valeur du bien uniquement si c'est une attente des acheteurs. Exactement, ce qui est la règle générale. Bon, maintenant, il faut quand même se rappeler que souvent, quand on fait construire une piscine, ce n'est pas juste pour donner de la valeur à son bien, c'est surtout parce qu'on en a envie, comme vous, parce que c'est le printemps. Absolument. Et ça tombe bien parce que c'est quand même un peu de boulot de construire une piscine. Il y a pas mal de questions à se poser et il ne faut pas faire n'importe quoi, donc il vaut mieux être assez motivé. Ouais, mais alors moi, de toute façon, Corinne, je suis hyper motivé. Alors, on commence par quoi ? Dites-moi. Je vais vous calmer, ne vous inquiétez pas. Il est prêt à plonger, là, oui. Voilà. Bon, d'abord, il faut choisir votre type de piscine. Et ça, ça dépend un peu de vos envies, mais ça dépend aussi quand même pas mal de votre budget. En gros, il y a les piscines hors sol qui sont les moins chères. Ça démarre à partir de 3 000 €. Il n'y a pas beaucoup de travaux à faire puisque la piscine, elle est juste posée. C'est d'ailleurs pour ça que c'est moins cher. En revanche, en général, c'est considéré comme moins esthétique et d'ailleurs, ça valorisera moins votre bien. L'autre solution, évidemment, c'est la piscine enterrée. Et là, il y a deux grandes options. Les coques de piscine, c'est des coques qui sont moulées en usine et qu'il n'y a plus qu'à enterrer. Et puis enfin, la vraie piscine en béton, où là, vous faites ce que vous voulez, c'est du sur-mesure. Quoi qu'il en soit, une piscine enterrée, ça coûte au moins 20 000 €. Et selon la taille du bassin, votre terrain, etc., la facture peut grimper. Donc, il faut faire des devis globaux. Ouais, alors, Corinne, coque de piscine ou piscine en béton, c'est quoi les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux ? Vous avez déjà laissé tomber le hors-sol. Très bien. Bon, les coques de piscine, vous devez choisir parmi les formes existantes. C'est pas du sur-mesure, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Maintenant, il y a beaucoup de modèles. Moi, j'avoue que j'ai un faible pour ça parce que les formes peuvent être hyper sympas. Des fois, il y a plusieurs bassins, il y a des escaliers. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un inconvénient de choisir parmi l'existant. Et dans la durée, ça résiste un peu mieux que le béton parce que c'est moulé, donc il n'y aura pas de problème d'étanchéité, de fissure, c'est vraiment très solide. Maintenant, pour les grands modèles, il faut être conscient qu'il y a un coût de transport, il va quand même falloir la transporter, la piscine, il y a une grue souvent, enfin c'est assez chiant à amener en fait. Donc financièrement, c'est pour ça qu'il faut faire des devis tout compris, transport compris, le fait de la poser aussi, et des fois les coques de piscine reviennent plus chères que les piscines en béton, surtout pour les grands modèles. Ok, alors bon, justement, vous parlez de forme, j'imagine que le plus courant, c'est quand même la piscine rectangulaire. Alors oui, c'est en effet le plus classique. Maintenant, attention, la forme, c'est pas que le rectangle, c'est aussi la profondeur. Classiquement, on fait une pente progressive pour avoir pied au début du bassin et puis plus pied à la fin. Il y a aussi les dimensions du rectangle, évidemment. On peut faire une piscine plus ou moins grande. Et puis si votre truc, c'est vraiment la nage, vous pouvez faire juste un couloir de nage. Ça se fait de plus en plus. C'est un rectangle, mais étroit. Oui, étroit. Puis après, il y a quand même d'autres formes, notamment avec les coques de piscine ou les piscines hors sol. Il y a souvent des octogones. Ça rend pas mal. Donc voilà, à voir. Mais on fait ce qu'on veut avec ça ou... J'adore, à chaque fois, chaque coaching, vous me demandez à un moment si vous faites ce que vous voulez, et en général, je réponds que non, vous ne faites pas ce que vous voulez. Alors, Philippe, pour les piscines de moins de 10 mètres carrés... Hein. Sauvez-moi, secourez-moi. Philippe, on ne fait jamais ce qu'on veut.
Pour les piscines de moins de 10 mètres carrés, attention, c'est les micro-piscines. Ah oui. Là, vous pouvez quand même à peu près faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de permis de construire, pas de déclaration. C'est d'ailleurs de plus en plus fréquent. Donc, par exemple, 3 mètres sur 3 mètres, là, vous pouvez y aller. Maintenant, au-delà de 10 mètres carrés, ce qui est quand même plus courant, entre 10 mètres carrés et 100 mètres carrés, là, c'est une déclaration préalable de travaux. Et au-delà de 100 mètres carrés, mais bon, là, c'est quand même piscine olympique, il faut un permis de construire. Voilà. Au-delà de ça, il y a les questions techniques. Il faut bien choisir l'emplacement, évidemment. Prenez le coin où il y a du soleil. Attention aux vues. L'idée, je ne pensais pas que tout le monde vous regarde en train de vous baigner, enfin, à moins que ce soit votre trip. Et puis, n'oubliez pas ce qu'il va y avoir autour. Ça ne nous regarde pas. Voilà, et puis, n'oubliez pas aussi ce qu'il y a autour de la piscine, le terrassement, un abri, voire un local technique. Enfin, voilà, c'est pas juste creuser un trou. C'est quoi, justement, un local technique? Ça sert à quoi? Une fois que vous avez choisi la forme, la taille et l'emplacement de la piscine, c'est plutôt la partie marrante. Il y a aussi comme la partie logistique, par exemple, le système de filtration, le système de chauffage, le nettoyage et la sécurité. C'est les 4 grandes questions autour de la piscine. Donc la filtration, évidemment, pour s'assurer que l'eau est propre. Donc là, il y a plusieurs choix, le sel, le chlore, des trucs naturels. Le chauffage, là aussi, il y a tout plein de solutions pour pas de chaleur, panneaux solaires, etc. Le nettoyage automatique, c'est pas obligatoire, mais à un moment, vous verrez enlever les feuilles et les guêpes noyées avec un filet à papillons, c'est chiant. Donc, c'est pas mal. Les systèmes de nettoyage automatique. Et puis, enfin, la sécurité, ça, par contre, c'est obligatoire. Vous devez avoir un dispositif pour empêcher les enfants de se noyer. Ouais, alors là, vous m'avez un peu refroidi d'un coup. Visiblement, la piscine n'était pas chauffée. Bon, en effet, on voit bien qu'une piscine, c'est de l'entretien. Ça coûte combien par an, une fois qu'on l'a installée ? Pour les piscines enterrées, avec tout ce que je viens de citer, filtration, chauffage, etc., c'est entre 500 et 1000 euros par an. Et ça revient du coup à peu près, on va dire, à 5 euros par jour de baignade. Parce qu'en général, on l'utilise environ 5 mois dans l'année. Donc oui, c'est quand même un budget. Maintenant, j'en ai moins parlé, mais sur les piscines hors sol, ça revient moins cher. Et il y a des systèmes de chauffage aussi, c'est possible, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc on peut quand même obtenir un vrai confort et de quoi se rafraîchir l'été avec un budget accessible aujourd'hui. Corinne Joly, alors finalement, bon plan, pas bon plan, la piscine? Moi, personnellement, je pense que le vrai bon plan, c'est les amis qui ont une piscine. Et d'ailleurs, quand on parle IMO, on sait tous qu'il y en a un qui a une piscine. Il y en a au moins deux. Il y en a au moins deux. C'est tous notre ami. Oui, absolument. Ouais, on va pas y citer, mais il y en a au moins deux. Oui. Alors, je fais une remarque. Et on est tous gentils avec eux quand il fait chaud. On sait pourquoi. C'est vraiment adéquat de parler de piscine aujourd'hui dont on parle IMO, parce que demain soir à 19h sur Sud Radio, Judith Belair, dont C'est Excellent, recevra Yannick Agnel, double champion olympique de natation. On ne pouvait pas être plus coordonnés. Et en plus, on parle IMO, on a la chance, on a un qui a une piscine intérieure et l'autre une piscine extérieure. Oui, mais... dans le sud de la France. C'est pour ça qu'ils sont là. Et l'autre est dans le nord. Merci beaucoup, Corinne Joly. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent eux aussi bénéficier de conseils en prenant rendez-vous gratuitement sur pap.fr avec un coach immobilier. Aujourd'hui, on est avec Julie Cazazous. Elle est agent immobilier chez Logici dans le Béarn, à Naï plus précisément, où on écoute Sud Radio sur 102 FM. Bonjour Julie. Bonjour Marc. Je suis ravi de vous avoir au téléphone. Alors, vous avez un bien coup de... En plus, Naï, j'adore ce coin-là. Vous avez un bien coup de cœur, on vous écoute. Oui, j'ai rentré du coup à la vente un enclos béarnais assez atypique et assez rare, où on a des prestations haut de gamme qui est entièrement rénové, où on va avoir le charme de l'ancien mêlé à tout le confort moderne, avec les beaux planchers, les poutres apparentes et les galets apparents, avec sa belle piscine en transition, puisque vous parliez de piscine. Ouais, une belle piscine creusée qui donne beaucoup de charme et qui est sécurisée pour les enfants. Donc tout est entièrement terminé et on est charmé et prêt à poser ses valises. Et elle est à quel prix cette maison, cette belle maison ? On est à 449 000 euros, 350 précisément. Ouais. Parfait. D'ailleurs, cette demeure, on va pouvoir la découvrir en images tout à l'heure sur les réseaux sociaux de Sud Radio. On peut aussi appeler le standard de Sud Radio si on est intéressé. 0826 300 300. Tout de suite, le 48 secondes. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia, pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, quelle est la différence entre partie commune et partie privative d'un immeuble ? Bonjour Marc.
La définition entre partie privative et partie commune est très simple, mais dans la pratique, c'est parfois un peu plus compliqué. Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif des propriétaires ou des locataires. C'est par exemple le cas de votre logement, d'une cave, d'un balcon ou d'un jardin dont l'accès se ferait exclusivement par votre appartement et qui figure évidemment sur votre acte de vente. Les parties communes sont celles qui ne sont pas réservées à un usage exclusif. Ce sera le cas des accès extérieurs de la copropriété, des circulations au sein de l'immeuble ou encore d'un local poubelle ou d'un local à vélo. Cela devient plus compliqué quand on parle de cloison. Par exemple, une cloison intérieure, non comprise dans le gros œuvre, qui n'est donc pas ce qu'on appelle un mur porteur, est bien une partie privative et vous pouvez la supprimer ou la modifier en faisant des travaux chez vous. Alors qu'un mur porteur est une partie collective du bâtiment. Vous ne pouvez donc pas en disposer comme vous l'entendez, même s'il passe dans votre appartement. C'est aussi souvent la question des terrasses de toit ou des jardins qui peut être sujette à confusion. C'est pourquoi, Marc, vous devez vous référer à votre règlement de copro comme votre acte de vente qui définissent les parties privatives et les parties communes de votre immeuble. Merci Frédéric Fougerat, et on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. On parle IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. Philippe, la semaine prochaine, on va parler de déménagement. Déménager zen, c'est possible. On en parlera avec Carole Serra. Qu'on la connaît bien sur Sud Radio. On la connaît bien sur Sud Radio. La Minute Zen. Voilà, et on aura le plaisir de l'avoir avec nous pour qu'elle nous aide à déménager plus sereinement. D'ici là, très bon week-end à vous.